between, we are all just property of the Hells Angels. D'être considérée comme une propriété au sein des Hells Angels à devenir la femme la plus impitoyable ayant jamais existé dans leur monde. C'est l'histoire d'une femme qui a marché parmi des tueurs, gagné leur confiance et exposé leurs secrets de l'intérieur. Le monde des femmes des Hells Angels. Mais les Hells Angels n'ont pas de membres féminins. Alors, comment Jenna Maguire a-t-elle réussi à s'introduire dans l'un des clubs hors la loi les plus redoutés du monde? Il n'existe qu'un seul rôle réservé aux femmes dans ce milieu, celui de Old Lady. Ce n'est ni glamour, ni égalitaire. C'est une position fondée sur la loyauté, la soumission et le silence. C'est ce qui rendait Jenna Maguire différente. Elle n'est pas née dans ce monde. Elle y a été envoyée, et une fois à l'intérieur, elle a appris à utiliser ses règles contre les hommes qui pensaient à la contrôler. Opération Black Biscuit. Tout commença en 2001, lorsque le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF, lança Opération Black Biscuit, une mission d'infiltration en profondeur visant le chapitre des Hells Angels de Mesa, en Arizona. L'objectif semblait simple sur le papier. Infiltrer l'un des clubs de motards hors la loi les plus secrets et violents d'Amérique. Mais pour y parvenir, il fallait créer quelque chose en quoi les Angels auraient confiance. Les agents montèrent donc un faux chapitre d'un club marionnette connu sous le nom de Solo Angels Nomads. Chaque membre était un agent infiltré de l'ATF soigneusement choisi pour ressembler, agir et vivre comme un véritable hors-la-loi. Ils roulaient ensemble, se battaient ensemble et apprenaient les règles tacites du monde des bikers, où le respect se gagnait avec les poings, non avec un insigne. The initial plan of Operation Black Biscuit was to set up a biker gang to run side by side with the Hells Angels in Arizona. À la tête de l'opération se trouvait Jay Dobbins, sous le nom de Jay Bird Davis, trafiquant d'armes et criminel au tempérament violent. Son équipe comprenait des agents chevronnés et des détectives locaux ayant déjà travaillé avec des cartels de drogue, des trafiquants d'armes et des gangs de motards. Ensemble, ils passèrent des mois à bâtir leur réputation, participant à des rassemblements, des fêtes et des événements, jusqu'à ce que les Hells Angels commencent à les remarquer. Le plan fonctionna. Le chapitre de Mesa crut que les Solo Angels étaient un véritable groupe cherchant à se faire une place dans la scène hors-la-loi d'Arizona. Dobbins et son équipe furent invités à traîner avec eux. Première étape vers un accès total. Mais à l'intérieur du monde des Angels, chaque geste était surveillé, chaque mot comptait. Et avec le temps, quelque chose chez Dobbins commença à susciter la méfiance. Il ne ramenait pas de femmes. Il n'agissait pas comme les autres. Des rumeurs commencèrent à circuler dans le club. Certains pensaient qu'il pouvait être homosexuel. Et les gays ne sont pas autorisés chez les Hells Angels. Un homme sans femme était un risque. Et un risque pouvait te coûter la vie. Pour corriger cela, l'ATF décida d'ajouter un nouveau joueur à la couverture. Elle s'appelait Jenna Maguire, une agente connue pour son sang-froid, son intelligence et son audace. Son rôle était de jouer la petite amie de Dobbins, sa Old Lady. Et le club marionnette fut finalement intégré aux Hells Angels, accordant à Dobbins et à son équipe un niveau de confiance plus profond. Jenna Maguire, la couverture de l'Old Lady. Elle allait bientôt prouver qu'elle était la femme la plus impitoyable des Hells Angels à avoir jamais existé. À l'intérieur des Hells Angels, le pouvoir et la loyauté définissaient tout. Les hommes dirigeaient et les femmes suivaient. On les appelait les Old Ladies, non pas par affection, mais par possession. Être l'Old Lady de quelqu'un signifiait lui appartenir entièrement. Tu marchais derrière lui, tu parlais seulement quand on t'adressait la parole, et tu ne remettais jamais en question le patch. C'était le monde dans lequel Jenna J.J. Maguire entra. Sa mission semblait simple sur le papier. Jouer le rôle de la petite amie de l'agent spécial Jay Dobbins, infiltré sous le nom de Jay Bird Davis, un trafiquant d'armes. En pratique, cela pouvait lui coûter la vie. Une seule erreur les aurait tous deux exposés. Son introduction fut soigneusement planifiée.
Dobbins organisa un dîner avec Smithy, un véritable Hells Angel, et sa femme Lydia, dans un restaurant à La Jolla. Gigi devait par hasard apparaître, saluer Jay comme une ancienne conquête et s'intégrer naturellement au groupe. Le plan fonctionna immédiatement. Lydia l'apprécia et Smithy respecta sa confiance en elle. À la fin de la soirée, elle n'était plus une étrangère. Elle faisait partie de l'histoire. À partir de ce moment, elle vécut ce rôle. Les bars, les virées, les réunions et les fêtes remplies de drogue et d'armes devinrent son quotidien. Elle apprit chaque règle tacite, où se tenir, quand baisser les yeux et quand se taire. Elle suivait la direction de Jay, ne rompait jamais son personnage et rendait leur relation suffisamment crédible pour dissiper tout soupçon. Sa présence donnait de la crédibilité à Jay. Dans le monde des Angels, un homme sans femme paraissait faible. La confiance et la loyauté de Gigi rendaient Jay Bird Davis réel. Quand d'autres membres tentaient de lui présenter des filles du club, Gigi désamorçait immédiatement la situation avec un sourire calme en disant « Pas tant que Bird est mon old man ». Pour les Angels, elle était loyale et digne de confiance. Pour l'ATF, elle était leurs yeux et leurs oreilles derrière les lignes ennemies. Chaque nuit, elle abandonnait son rôle et rapportait tout ce qu'elle avait vu. C'était une performance qui ne pouvait jamais faillir. Chaque matin, elle replongeait dans le même danger, entourée d'hommes qui la tueraient sans hésitation s'ils découvraient qui elle était vraiment. À l'intérieur des Hells Angels, les choses étaient différentes. La vie là-bas était un équilibre constant entre le chaos et le contrôle. Chaque jour ressemblait à une marche sur une corde raide au-dessus du feu. Un faux pas, un regard maladroit, et tout pouvait s'effondrer. Les fêtes étaient remplies de motards armés. Les armes reposaient ouvertement sur les tables. La drogue circulait dans la pièce comme des boissons, et des bagarres éclataient sans prévenir. Pour Jenna Maguire, ce n'était plus un jeu. C'était une question de survie. Elle devait paraître à l'aise dans un endroit construit sur la violence. Un sursaut, une hésitation ou un mot mal placé pouvaient les trahir tous. Elle apprit vite les règles de conduite. Ne jamais interrompre un membre, ne jamais refuser une demande, toujours montrer sa loyauté envers le patch. Si une bagarre éclatait, il fallait détourner le regard. Le respect était la seule monnaie valable. Et il fallait le gagner, à chaque instant. Les Angels mettaient chaque nouveau venu à l'épreuve. Ils repoussaient les limites, observaient les réactions et guettaient la faiblesse. Pour Gigi, chaque conversation devenait une mise en scène. La moindre incohérence pouvait transformer la curiosité en suspicion. Elle restait silencieuse quand il le fallait, jouait la loyale quand c'était nécessaire et enfouissait sa peur assez profondément pour que personne ne la voie. L'opération elle-même commençait à se fissurer sous la pression. Leur informateur, Rudy Kramer, devint un fardeau, imprudent, imprévisible et accro à la méthamphétamine. Il fut écarté après un contrôle routier simulé qui révéla une arme et un sac de méthamphétamine. L'équipe ne pouvait pas se permettre d'erreur. Le retrait de Rudy protégea l'enquête, mais montra aussi à quel point leur couverture était fragile. Puis survint un moment qui faillit tout faire basculer. Le chapitre de Skull Valley des Hells Angels ordonna à Jay Dobbins et à l'équipe infiltrée de s'occuper des affaires à Las Vegas contre les bandidos. Ils reçurent l'ordre de tuer tous les bandidos qu'ils rencontreraient. Jay trouva une fenêtre de 2 minutes dans une station-service pour appeler son responsable. Cet appel déclencha une alerte multi-agence. La police intercepta discrètement les motards et bloqua les routes. Le massacre n'eut jamais lieu, mais l'équipe sut à quel point ils étaient mal passés près de la mort. Un refus ou une hésitation aurait été perçu comme une trahison, et la trahison signifiait la mort. Les Anti-Monarchistes. Opération de routine exigeait des improvisations dangereuses. Les informateurs étaient gérés, déplacés et payés. Pops et Rudy furent envoyés à Tijuana sous couvert d'affaires de club, et des cotisations furent versées au siège des Solo Angels pour maintenir l'illusion.
Chaque mouvement nécessitait de jongler entre plusieurs mensonges à la fois, un pour les Angels, un pour les informateurs et un pour l'agence. À travers tout cela, JJ resta imperturbable. Elle se fondait dans les réunions, mémorisait les visages, suivait les loyautés et notait qui manipulait les armes et l'argent. Pour tous les autres, elle n'était qu'une petite amie de motard, obéissante et inoffensive. En réalité, elle documentait la structure interne de l'un des clubs de motards les plus redoutés au monde. Dobbins écrivit plus tard qu'ils vivaient comme des criminels le jour et comme des agents la nuit. Il n'y avait ni pause ni répit. Même lorsque la musique s'arrêtait et que le silence tombait, ils restaient dans leur rôle. Chez les Hells Angels, la confiance se gagnait dans le sang et se perdait en une seconde. Guerre psychologique et point de rupture. À mesure que la mission d'infiltration s'enfonçait, la frontière entre la réalité et le jeu de rôle commença à disparaître. Chaque semaine apportait de nouveaux tests, de nouvelles mises en scène et de nouveaux dangers. Puis vint le jour où l'ATF dut simuler un meurtre, une opération destinée à prouver la loyauté des Solo Angels au-delà de tout doute. Le plan était d'une brutalité simple. Ils mirent en scène le meurtre d'un motard mongol, l'ennemi juré des Angels. Un détective de Phoenix joua le rôle du corps, couvert de sang de vache et vêtu d'un gilet des Mongols. Un estomac de vache fut utilisé pour rendre la fausse blessure par balle plus réaliste. Des photos furent prises. Le cadavre, allongé dans un fossé, ligoté avec du ruban adhésif, la plaie dégoulinant de rouge. Les images furent envoyées dans une boîte FedEx, accompagnées du gilet ensanglanté, au chapitre de Skull Valley. Lorsque les Angels ouvrirent le colis, ils n'en doutèrent pas une seconde. Ils crurent que les Solo Angels avaient tué pour le club. Pour une équipe d'agents infiltrés vivant à crédit sur le temps, ce moment signifiait la survie. Ils étaient désormais dignes de confiance, respectés, craints. La réaction fut immédiate. Le téléphone de Gigi sonna toute la nuit, des appels de membres et de leurs femmes la félicitant, lui offrant du réconfort et l'accueillant plus profondément dans le cercle. Pour la première fois, elle n'était plus simplement tolérée dans leur monde. Elle en faisait partie. La supercherie avait trop bien fonctionné. Mais cette victoire eut un prix que personne ne put ignorer. À la même époque, une nouvelle se répandit dans le clubhouse de Mesa à propos de Cynthia Garcia, une femme qui avait osé insulter un membre lors d'une fête. Elle n'était ni agente, ni informatrice, ni ennemie. Elle était simplement quelqu'un qui avait parlé à tort. Pour cela, elle fut battue, poignardée, puis abandonnée dans le désert de l'Arizona. Son meurtre rappela à tous, surtout à Gigi, à quelle vitesse les femmes pouvaient disparaître dans ce monde. Le poids psychologique de cette peur constante commença à se faire sentir. Les nuits de Gigi devinrent agitées. Elle se réveillait au moindre bruit, persuadée que quelqu'un était à la porte. La relation factice entre elle et Dobbins avait commencé comme une couverture pratique, deux agents jouant les amoureux pour rendre l'illusion crédible. Mais sous une surveillance permanente, chaque sourire, chaque dispute et chaque geste d'affection devait sembler vrai. Après près de 2 ans d'infiltration, l'opération Black Biscuit atteignit son point de rupture. Les murs se refermaient et les Hells Angels ignoraient encore que tout allait bientôt s'effondrer. Les agents fédéraux passèrent à l'action. Des descentes furent menées simultanément dans les clubhouses de l'Arizona, Mesa, Skull Valley et Cave Creek, lors d'une frappe coordonnée. 16 membres de haut rang des Hells Angels furent arrêtés, accusés de racket, de meurtre, de complot en vue d'un assassinat commandité et de trafic de drogue à grande échelle. Ce fut l'un des plus grands démantèlements fédéraux d'un club de motards hors la loi de l'histoire des États-Unis. Sur le papier, l'opération était un succès. L'ATF avait accompli ce que beaucoup jugeaient impossible: infiltrer l'une des fraternités les plus secrètes et les plus violentes du monde. Mais cette victoire eut un coût qu'aucun rapport officiel ne pouvait décrire. Les preuves étaient accablantes. Plus de 650 armes illégales et automatiques furent saisies, dont des mitrailleuses, des silencieux et des explosifs artisanaux. Les agents récupérèrent plus de 30 000 munitions, 800 heures d'enregistrement clandestin,
92 000 appels téléphoniques interceptés et 8 500 pages de documents. Les Angels furent stupéfaits. Les mêmes personnes avec qui ils avaient fait la fête, en qui ils avaient eu confiance, qu'ils appelaient frères, témoignaient désormais contre eux. Leur propre hangaround, prospect et même leurs old ladies, celles qu'ils croyaient loyales à vie, décrivaient maintenant le fonctionnement interne du club à la barre. Pour un groupe fondé entièrement sur la loyauté, c'était la trahison ultime. Pour Jenna Maguire, la fin ne fut pas un soulagement, ce fut un effondrement. Après des années à vivre sous une fausse identité, elle ne pouvait tout simplement pas s'en détacher. Les mensonges, la tension et le danger constant avaient bouleversé sa perception du réel. Elle avait passé tant de temps à l'intérieur du club que le quitter lui parut presque contre nature. Elle se retira du travail d'infiltration peu après le démantèlement, son histoire étant scellée dans les dossiers internes de l'ATF. La majorité de son rôle resta classifiée, éclipsée par l'attention médiatique centrée sur Jay Dobbins et sur le succès global de l'opération. Mais même lorsque les Angels furent traduits en justice, les répercussions ne faisaient que commencer. Au sein de l'ATF, de sérieuses questions furent soulevées sur l'éthique, le coût et les méthodes utilisées. Des législateurs exigèrent des réponses sur les limites franchies par l'agence et sur la valeur réelle des risques encourus par ses agents. Certains qualifièrent cela de victoire unique en une génération. D'autres y virent une opération téméraire, une mission qui avait poussé ses agents au-delà du point de non-retour. Jay Dobbins décrivit plus tard les suites de l'affaire, les nuits blanches, la paranoïa et le fardeau que cela fit peser sur sa famille. Pour l'équipe, l'opération ne s'acheva pas avec les arrestations. Elle survécut dans chaque cauchemar, chaque porte verrouillée, chaque réflexe obsessionnel de vérifier les ombres avant de tourner un coin de rue. Jenna Maguire disparut silencieusement du monde qu'elle avait exposé. Sa mission avait réussi, mais elle lui avait coûté quelque chose d'irréversible. Le procès qui a tout fait s'effondrer. Lorsque l'affaire fut portée devant un juge fédéral, tout commença à se désagréger. Les procureurs disposaient de preuves empilées du sol au plafond, mais les avocats de la défense les démantelèrent pièce par pièce. Ils soutinrent que les agents de l'ATF étaient allés trop loin, qu'Opération Black Biscuit avait brouillé la frontière entre enquête et provocation. Les enregistrements furent remis en question. Les informateurs furent discrédités. Certains témoins se rétractèrent, craignant des représailles. La défense présenta les agents non pas comme des enquêteurs, mais comme des participants. Jenna Gigi Maguire fut appelée à témoigner. La même femme que les Angels avaient autrefois considérée comme une propriété loyale, se tenait désormais devant eux en tant que témoin fédéral. Son témoignage confirma la structure, la hiérarchie et la violence interne du club. Mais son apparition à la barre frappa plus fort que n'importe quel dossier de preuve. Pour les Angels, la voir témoigner fut une trahison publique qu'ils n'avaient jamais envisagée. Au final, l'opération qui avait été saluée comme une percée historique des forces de l'ordre s'effondra sous son propre poids. La plupart des membres de haut rang des Angels furent libérés. Les accusations de racket, RICO, furent abandonnées ou réduites. Certains membres acceptèrent des accords de plaidoyer et purent purger des peines minimales. Des années de travail d'infiltration et de risques personnels se dissipèrent dans la salle d'audience. La victoire, qui paraissait autrefois totale, semblait désormais vide de sens. Au sein de l'ATF, les répercussions furent immédiates. Les législateurs et les enquêteurs internes remirent en question l'éthique, le coût et les méthodes de l'opération. Certains la considérèrent comme une affaire historique prouvant que l'infiltration était possible. D'autres y virent un avertissement, une opération ayant poussé ses agents trop loin pour un résultat trop limité. Pour Jay Dobbins et Jenna Maguire, la mission ne s'arrêta pas avec les arrestations. Elle les suivit jusque dans leur foyer, leurs nuits et leurs relations. Dobbins parla plus tard de paranoïa, d'insomnie et du prix que cela fit payer à sa famille. Pour Maguire, l'effondrement du procès fut la partie la plus douloureuse. Elle avait tout risqué pour préserver sa couverture, pour finalement voir l'affaire se déliter publiquement. Les hommes qu'elle avait trompés étaient désormais libres.
et son nom resta enfoui dans des rapports scellés. Elle se retira du travail d'infiltration peu après, sa contribution largement effacée des comptes rendus officiels. Elle avait pénétré la fraternité hors la loi, la plus dangereuse d'Amérique, et elle avait survécu. Mais la survie eut un prix. Ils avaient gagné l'affaire, mais perdu une partie d'eux-mêmes. Au-delà de JJ, femme au bord du gouffre. L'histoire de Jenna Maguire n'était pas la seule à montrer à quel point la vie pouvait être dangereuse pour les femmes gravitant autour du Hells Angels Motorcycle Club. À travers différents chapitres et pays, d'autres noms ont émergé. Des femmes qui ont franchi des lignes invisibles de loyauté, de défi ou de survie, et qui en ont payé le prix fort. Cynthia Garcia est devenue un symbole sinistre de ce qui arrive lorsqu'une femme remet en cause l'autorité du club. Lors d'une fête au clubhouse de Mesa, elle a insulté un membre des Hells Angels. Cet unique geste a suffi à sceller son destin. Elle a été battue, poignardée, puis abandonnée dans le désert, son corps retrouvé plusieurs jours plus tard. Son meurtre envoya un message sans équivoque dans le monde des bikers. Manquer de respect à l'écusson signifiait la mort, peu importe qui vous étiez. Lisa Osborne et Melissa Mayer faisaient partie d'un autre type d'opération. Toutes deux étaient liées à un trafic transfrontalier d'armes et de stupéfiants associés aux affiliés des Hells Angels. Les enquêteurs fédéraux les ont décrites comme des initiés de confiance, des femmes utilisées comme courrières et intermédiaires, circulant entre maisons, bars et villes frontalières pour maintenir le réseau en activité. Lorsque les inculpations sont tombées, les documents du tribunal ont révélé comment leur loyauté avait été utilisée comme une arme. Elles n'étaient pas extérieures aux crimes du club. Elles faisaient partie intégrante de sa machine. Puis il y eut Suzanne, Sassy, Norman, au Canada, une femme qui en avait trop vu et qui décida de parler. Autrefois proche de plusieurs membres haut placés, elle devint informatrice après avoir été témoin d'actes de violence brutale. Sa coopération permit de démanteler une partie du réseau de drogue des Angels en Colombie-Britannique, mais la força à vivre cachée. Elle vécut sous menace constante, toujours en mouvement, traquée par les mêmes personnes en qui elle avait autrefois eu confiance. Chacune de leurs histoires révèle la même vérité. Au sein des clubs de motards hors la loyauté est une arme. Elle protège, jusqu'à ce qu'elle ne protège plus. Elle exige le silence. Et lorsque ce silence est rompu, la punition est rapide, qu'elles soient victimes, complices ou survivantes. Ces femmes ont toutes marché sur le même fil du rasoir, où l'obéissance signifiait la sécurité et la défiance pouvait signifier la mort. Jenna Maguire, où elle en est aujourd'hui. Après la fin de l'opération Black Biscuit en 2003, l'histoire de Jenna Maguire ne sombra pas dans l'oubli. Au contraire, elle devint quelque chose de bien plus remarquable. Elle resta au Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF, gravissant progressivement les échelons. Son expérience au sein des Hells Angels devint la base d'une carrière longue et décorée. Elle dirigea plusieurs opérations d'infiltration contre le crime organisé, notamment la mafia mexicaine et d'autres gangs de motards hors la loi. En 2016, elle fut promue directrice de programme du Field Management Staff et de la Special Operations Division dans l'Idaho, où elle supervisa les programmes nationaux de formation d'agents infiltrés et coordonna le soutien opérationnel sur le terrain. Aujourd'hui, Jenna Maguire est toujours associée à l'ATF. Elle occupe le poste de directrice adjointe par intérim à l'Académie nationale de l'ATF et de formatrice principale au Federal Law Enforcement Training Center à Glynn County, en Géorgie. Son travail consiste désormais à former les nouvelles générations d'agents infiltrés, leur enseignant comment survivre, s'adapter et opérer sous une pression extrême. D'une certaine manière, sa carrière a bouclé la boucle. Ce qui avait commencé comme une épreuve dangereuse au cœur de l'un des clubs de motards les plus redoutés d'Amérique est devenu une vie entière dédiée à préparer les autres à affronter le même type de danger. Jenna Maguire a joué le rôle d'une propriété, mais c'est elle qui a possédé l'histoire. Son passage chez les Angels n'a pas seulement révélé leur hiérarchie et leur brutalité, il a redéfini ce que signifiait être un agent infiltré.
Mais que se passe-t-il lorsqu'un petit club ose défier le mauvais ennemi? Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir comment tout cela s'est terminé.